Bon, ben, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment contente aujourd'hui de pouvoir partager avec vous nos récentes avancées sur la mesure de neige au sol. Puis aujourd'hui, j'aimerais souligner là, mes deux co-auteurs de ma présentation, Nicolas Leroux, qui est postdoc dans mon groupe de recherche, qui a fait la manipulation des données et l'analyse des données, et mon collaborateur Roy Rasmussen de NCAR au Colorado, où j'étais en visite justement juste à la fin février avant que tout soit fermé. C'est que j'ai eu la chance d'aller visiter NCAR juste à temps. Et aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est le résultat de deux articles scientifiques qu'on a soumis au printemps. Et je vais commencer avec le... Ah, je vais vous montrer aussi les belles photos que j'ai rajoutées ici, des photos de flocons. On voit des dendrites. On voit ici, ça, c'est pas un flocon, mais c'est du grésil. Puis ici, c'est une photo d'un agrégat de flocons de neige qui est assez gros. Fait que vous voyez ici la variabilité dans la microphysique des particules de précipitation solide. Comment on fait pour mesurer la neige au sol? C'est qu'ici, j'ai mis une photo du site le site Marshall à Boulder, au Colorado, où on peut voir les différentes méthodes qui sont utilisées pour mesurer la précipitation. Ici, je vais juste en identifier quelques-unes. On peut voir, par exemple, celle-là, une des méthodes les plus standards. On a un géonord dans ce cas-ci, mais ça peut être un pluvio, qui est placé dans un alter simple, un single alter. Il peut être placé aussi dans un alter double. La méthode qu'on estime être la plus proche de la réalité est aussi une jauge qui est placée dans un... J'ai changé trop vite. Je vais reculer. OK. Une jauge qui est placée dans une grande clôture, Double Fence Intercomparison Reference. On a une grande clôture ici qui fait 12 mètres de diamètre. On a aussi une plaque chauffante, la hot plate, que je vais appeler, que je vais discuter dans la présentation, et aussi pour ajuster la précipitation qui est mesurée par ces différentes méthodes. On a besoin d'informations météo, de la vitesse du vent, par exemple, puis de la température de l'air. Un problème majeur qui est associé avec la mesure de la précipitation solide au sol, c'est la sous-captation qui est causée par le vent. Par exemple, ici, c'est une figure ici où on peut voir l'accumulation de la précipitation durant un événement de neige et le temps ici sur l'axe X. Puis on a un autre axe Y qui est la vitesse du vent. Puis ici, chaque ligne identifie une méthode de mesurer la précipitation. Puis on remarque que quand la vitesse du vent augmente, que toutes les valeurs commencent à se séparer. Ce qu'on remarque une grande variabilité dans la mesure qui est prise dépendamment de la méthode. Si on prend un géonord dans un single alter, si on prend une plaque chauffante, la hot plate, ou un DFIR. Afin de quantifier la performance des différentes jauges de précipitation, ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer l'efficacité de collecte. L'efficacité de collecte, c'est le ratio de la jauge de précipitation qui nous intéresse d'étudier ou d'utiliser et sur la précipitation mesurée par une jauge installée dans un DFIR. Fait qu'ici, vous voyez ici, c'est l'efficacité de collecte sur l'axe Y et le vent pour single alter, et on a la même chose sur l'axe Y et la vitesse du vent, mais pour un double alter sur la figure de droite. On remarque deux choses sur la figure, je dirais peut-être trois choses. La première chose qu'on remarque, c'est qu'on a l'efficacité de collecte qui diminue à mesure que le vent augmente, dans les deux cas. Deuxième chose, on a une meilleure efficacité de collecte pour un double alter parce que le vent en amont de la jauge est réduit davantage que pour un alter simple. Et on remarque une chose aussi importante, c'est la grande dispersion dans les données à une vitesse de vent donnée. Fait que pour remédier à la situation, ce qu'on fait, c'est que les chercheurs vont développer des différents facteurs de correction pour être capables d'ajuster
la précipitation solide. Fait qu'ici, par exemple, j'ai mis des facteurs, une transfer function, un facteur de correction qui a été développé ici dans un papier de Smith et al. Et qui utilise les données de la campagne de mesure de l'OMM, Solid Precipitation Intercomparison Experiment, WMO SPICE. Je vais référer à WMO SPICE pour le reste de la présentation. On voit que les différentes fonctions, les différentes transfer functions dépendent donc de la vitesse de vent, mais ils dépendent aussi de la température de l'air parce qu'on peut, à certains sites, il peut y avoir un lien entre la température de l'air et, par exemple, le type de précipitation et aussi dépend du type de jauge bouclier qu'on peut utiliser. Par exemple, si on a les lignes pointillées, on va avoir une jauge qui n'a pas de bouclier autour, puis là, on a une meilleure efficacité de collecte si on rajoute un bouclier parce que ça va couper la vitesse du vent. Mais ici, sur le graphique, vous voyez, on a juste une ligne. Mais comme sur le graphique d'avant, ce que j'ai montré, on voit une variation, une grande variation ici par rapport à une vitesse de vent. Fait qu'on peut mesurer, par exemple, la performance des différentes jauges de précipitation qui sont installées à différents sites. Fait que ici, pour vous donner un exemple, j'ai pris un article de John Kokendorfer 2018 qui utilise aussi les données SPICE. Fait que là, on remarque dans l'article aussi de Marielle Wolf que, bon, il y a une grande dispersion dans les données. Pour une vitesse de vent, il peut y avoir un écart de 50 de même plus, dépendamment de plusieurs facteurs. Puis, quand on ajuste la précipitation, on remarque que, par exemple, le biais, fait qu'ici, c'est comme un graphique qui montre le biais et le RMSE pour des différents sites, mais pour le même type de jauge. Fait que c'est les différents types, les différents sites les différents sites SPICE. Puis là, ici, on a calculé le biais et le RMSE en utilisant différentes fonctions de transfert et on voit différents résultats. Fait qu'en général, on a une amélioration du biais parce qu'on prend nos points, on essaie on les augmente jusqu'à une valeur de 100 mais on remarque qu'il n'y a pas une grosse différence dans le RMSE. Ça veut dire qu'il y a quand même une grande variabilité dans les données, même si on corrige ou on ajuste notre précipitation. Fait que cette variabilité-là peut être expliquée par rapport au type de précipitation. Fait qu'ici, c'est une étude que j'ai faite maintenant quelques années où on peut voir l'effet du type de précipitation sur l'efficacité de collecte. Fait qu'ici, c'était une jauge qui était placée dans un haltère simple. Fait que les box plots, c'est des observations, fait que ce qui a été mesuré par les vraies jauges, et les lignes sont des simulations. Puis on peut voir que les flocons qui tombent plus lentement, par exemple la neige sèche, ici dry snow, a plus rapidement, c'est-à-dire le dry snow tombe plus lentement, ça fait que c'est ici. Fait que les flocons qui tombent plus lentement, on va avoir tendance à manquer la jauge. Par exemple, ici, comme on voit sur la ligne grise qui va tomber, ou la ligne noire ici, par exemple, qui va être plus déviée en amont de la jauge. Fait qu'il va avoir une moins bonne efficacité de collecte. Fait qu'on peut voir que la dispersion dans les données peut être expliquée par le type de précipitation et donc la vitesse de chute. Fait que juste pour être un peu plus clair ici, la ligne noire, c'est wet snow qui tombe à environ 2 mètres secondes. Puis la ligne grise, c'est dry snow qui va tomber à environ 1 mètre seconde. Fait qu'ici, on remarque que là, on a un degré de complexité qui vient d'augmenter parce que pour mieux ajuster la précipitation, il faudrait avoir de l'information sur le type de précipitation. Fait qu'ici, le but de notre étude, et bien, comme j'ai dit avant, c'est d'améliorer la mesure de la précipitation solide. Puis on le fait en 2 temps. La première chose, c'est est-ce qu'on peut améliorer le facteur de correction pour les précipitations solides à l'aide d'un distromètre optique qui va nous donner de l'information sur la vitesse de chute et le type des précipitations. Et en même temps, en parallèle, est-ce qu'il existe une nouvelle méthode ou d'autres méthodes pour mesurer la précipitation qui pourraient aussi nous fournir une bonne mesure de la précipitation solide et sans qu'elle soit influencée par le type de flocon. Fait que pour répondre à ces questions-là, on utilisait les données du projet WMO SPICE, mais aussi on avait besoin de données complémentaires
qui sont des données de dydromètre optique qui ressemblent à cet instrument. Ici, c'est le dydromètre qui est à Montréal, mais on a utilisé un dydromètre qui était installé à Boulder, au Colorado, et aussi les données d'une hot plate, d'une plaque chauffante qui a été installée sur le même site. Donc, la façon qu'on a procédé, relativement simple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les données SPICE, puis ensuite, on a déterminé les échantillons, mais on a utilisé exactement la même méthode que Kochendorfer suggère dans son article. On a pris des événements de 30 minutes. On a pris la précipitation solide. On suppose que c'est à partir de moins 2 degrés Celsius. Et on a pris des quantités minimales aussi de précipitation pour s'assurer qu'on n'utilisait pas du bruit qui était mesuré qui était obtenu par les jauges. Par contre, pour l'étude du dydromètre, on est obligé d'appliquer un filtrage additionnel où il fallait s'assurer qu'on ait une vitesse de chute qui était réaliste, qu'il n'y ait pas de données aberrantes, comme ici on voit dans la queue de la distribution. Et aussi, il y aura peut-être un effet du vent sur le dydromètre, fait qu'on a décidé de prendre des valeurs du vent qui étaient un peu plus faibles, donc de moins de 5 mètres secondes. Fait que si on regarde les résultats de la première partie, fait qu'ici, si on regarde, est-ce qu'on peut utiliser un dydromètre optique pour améliorer notre facteur de correction? Donc là, je vais commencer du début. Ici, sur le diagramme que vous voyez, c'est des données brutes qui sont enregistrées par le dydromètre optique. En fait, ce que ça nous donne, c'est que ça nous donne une vitesse de chute et un diamètre qui sont placés dans des bins. Fait qu'on compte le nombre de particules. Fait qu'on peut avoir une idée de la distribution de la dimension ou de la vitesse de chute des particules. Puis ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé la méthode d'Ishisaka 2013 pour déterminer le type de précipitation. Ça fait qu'on a utilisé des fonctions qui nous donnent des fonctions de la vitesse de chute qui varie avec le diamètre pour des flocons qui tombent lentement, dry snow, wet snow, neige mouillée et des flocons givrés en vert. Puis à partir de là, sur un échantillon d'une demi-heure, on est capable de déterminer le type de précipitation dominant. Fait qu'une question qu'on se demande, c'est est-ce qu'il y a vraiment une grande variabilité des flocons? Fait que si on regarde sur nos échantillons, on peut voir ici la variabilité temporelle. Fait qu'ici, c'est tous les échantillons qui ont été utilisés pour l'étude, puis on remarque les différentes couleurs, c'est les différents types de précipitations. Et là, on peut voir sa variabilité dans le temps, mais on peut aussi voir qu'il y a aussi, c'est rare qu'il y a juste un type de flocon qui est observé. Donc, l'étude ici n'a pas été trop facile. J'ai travaillé là-dessus pendant longtemps avant qu'on trouve une dépendance parce qu'il y a beaucoup de variabilité dans la fraction relative du type de flocon, mais aussi la variabilité temporelle. Donc là, si on utilise ces données, ensuite, on peut les placer, on peut calculer une efficacité de collecte. Fait qu'ici, le diagramme qui est montré, c'est l'efficacité de collecte d'une jauge sans haltère. J'ai mis des petites images ici pour qu'on s'en souvienne. UN, c'est unshielded, pas d'haltère. SA avec un haltère. On a l'efficacité de collecte sur l'axe Y. On a la vitesse du vent sur l'axe X. Et les différentes couleurs, c'est quand il y a plus de 50% de neige sèche, donc qui tombe lentement, et plus de 50% de neige mouillée, donc qui tombe plus rapidement. Fait que la première chose qu'on remarque entre les deux, c'est que l'efficacité de collecte du single halter est meilleure parce que la vitesse du vent en amont est bloquée et donc il y a plus de précipitation qui peut entrer dans la jauge comparé à une jauge qui n'a pas de bouclier autour. L'autre chose qu'on remarque, c'est que les échantillons où il y a le plus de neige sèche ont tendance à avoir une efficacité de collecte qui est plus basse que la neige mouillée. Puis on remarque que c'est la même chose avec une jauge qui a un bouclier. On remarque aussi, par contre, encore pas mal de variabilité, mais on a quand même un signal assez clair là, de la dépendance du type de flocon. Donc, si on représente les mêmes résultats, mais avec les points d'observation puis représentés en termes de vitesse de chute, ce
qui revient à dire que si le flocon tombe à moins de 1,2 mètres secondes, c'est un flocon sec. Sinon, c'est un flocon mouillé ou givré. Fait que là, on peut voir ici que si on fait un best fit, on a une meilleure efficacité de collecte pour les flocons qui tombent plus vite dans les deux cas. Et là, on peut développer une transfer function qui va nous permettre de voir si on peut améliorer le biais et le RMSE de nos jauges si on utilise la vitesse de chute des précipitations. Fait que, est-ce que c'est mieux? Regardons. Est-ce que c'est mieux? Fait qu'ici, on a l'effet de la vitesse de chute. Sur le premier diagramme, on a le RMSE, le biais qui est calculé, et ensuite le R carré. On va se concentrer sur les deux premiers, tout en sachant qu'un échantillon d'une demi-heure est environ entre 0,25 et 3 mm, mais surtout autour de 1 mm d'accumulation. Fait qu'en bleu, on a le unshielded, j'ai mis des petits dessins. Ici, on a la jauge qui a un bouclier autour. Et on va remarquer on remarque une amélioration du biais lorsque la vitesse de chute est utilisée. Ça fait qu'ici, on a les données qui sont pas corrigées. Ensuite, on a les données corrigées par rapport au vent et on utilise la température, ça donne un meilleur résultat. Puis ensuite, si on utilise la vitesse de chute au lieu de la température, on remarque que le RMSE a diminué dans les deux cas, mais on remarque aussi un biais qui est de presque zéro si on utilise la vitesse de chute des particules. On remarque aussi que le RMSE, la différence est plus grande. Peut-être qu'il y a moins de dispersion dans les données pour un unshielded vu qu'il n'y a pas de morceaux qui bougent. C'est qu'il y a peut-être moins de turbulences autour de la jauge. Il y a aussi peut-être moins de données à des vitesses de vent plus grandes. Dans ce cas-ci, c'est peut-être pas le cas dans notre analyse. Ça fait qu'il y a plusieurs facteurs qu'on pourrait essayer de creuser là, pour voir pourquoi ici l'amélioration est meilleure pour le unshielded, mais je pense que c'est peut-être à cause qu'il y a peut-être un peu moins de dispersion dans les données. Fait qu'ici, on remarque si on utilise la vitesse de chute qui est diagnostiquée avec un distromètre, on obtient de meilleurs résultats. En parallèle, qu'est-ce qui arrive si on utilise un autre type d'instrument pour mesurer la précipitation solide? Par exemple, on a démontré que, bon, on le sait depuis longtemps que les jauges ce que mesurent les jauges est impacté par la vitesse de vent. On le compare à un DFIR, mais on se rend compte aussi que le DFIR est aussi impacté par le vent. Moins que les autres jauges, mais aussi. Fait que l'idéal, ça serait d'avoir une jauge qui est moins impactée, qui est un peu plus aérodynamique. Fait que si on pense, par exemple, à la plaque chauffante, qui est vraiment très petite et qui a été démontrée à partir de simulations numériques que l'effet du vent était négligeable. Ici, ce qu'on veut vérifier, c'est est-ce que les données SPICE nous révèlent nous donnent les mêmes résultats. Fait que regardons un peu la performance de la hot plate. Fait qu'ici, j'ai l'efficacité de collecte, puis la vitesse du vent sur l'axe X. La même chose pour le diagramme de droite. Fait qu'ici, on remarque, j'ai fait de la légende ici, le bleu, c'est sans bouclier. Le vert, les couleurs de vert, c'est avec un bouclier. Puis le rouge, c'est avec la plaque chauffante. Fait qu'on remarque que dans la plupart des cas, surtout ici, l'efficacité de collecte va diminuer à mesure que le vent augmente. Puis, quand on ajuste la précipitation en utilisant les facteurs de correction, on obtient des meilleurs résultats, des résultats qui se rapprochent beaucoup plus du 1, mais qui a encore beaucoup d'erreurs ou de variations pour une vitesse de vent. Si on trace les mêmes graphiques pour la hot plate, on remarque que ici, ça c'est la hot plate qui n'est pas corrigée. On remarque qu'on a des valeurs légèrement au-dessus du 1. Ensuite, ça varie un petit peu, mais généralement, ça tourne autour du 1 pour l'efficacité de collecte. Puis quand on compare avec les valeurs ajustées des deux autres types de jauges boucliers qu'on a, on remarque que la hot plate donne un meilleur résultat. Fait que regardons un peu comment le RMSE varie
avec la vitesse du vent. Fait que si on trace, par exemple, le RMSE puis le billet par rapport à la vitesse du vent, ici, on a utilisé la même chose. Les couleurs de bleu, c'est le unshielded, le vert, c'est le shielded, et le rouge sont les différentes versions d'Hotplate parce qu'on les a corrigées à différents niveaux. On a utilisé la vitesse du vent U, on a utilisé UIT pour comparer avec les données SPICE ou les transfer functions de SPICE, et on a utilisé aussi juste une correction linéaire de la Hotplate qui est en rose plus pâle. Ça fait qu'on remarque qu'il y a quand même, à un vent de 0 ou à des vents très faibles, une erreur dans les données, des variations, et aussi le biais, mais dans tous les types de jauges utilisés, peut-être un peu moins ici pour le shielded. Et ensuite, ce qu'on voit ici, c'est qu'à mesure que le vent augmente, on remarque que le RMSE puis le biais des single alter puis du unshielded augmente avec le vent. Fait qu'on le voit, le RMSE qui augmente, le biais, bon, il diminue, mais il s'éloigne de 0. Mais on remarque que la hotplate, c'est assez constant avec le vent et que ça commence à changer à partir de 5 mètres secondes. On remarque aussi que le hotplate rendu à 5 mètres secondes a un meilleur RMSE et aussi un meilleur biais que les deux autres jauges, sauf que quand on ajoute les deux autres jauges, bon, les valeurs sont meilleures que la hotplate, mais si on ajuste la hotplate, après on a des meilleures valeurs. Ça fait qu'ici, en résumé, ce qu'on remarque, c'est que ce qu'on a fait ici, c'est de comparer les RMSE et les billets pour la jauge avec un bouclier, pas de bouclier en bleu, et avec la hotplate. Ça fait que ce qu'on remarque, c'est que la hotplate, le RMSE ici, est même un petit peu plus bas que le single alter corrigé qu'on remarque, assez comparable, mais un petit peu plus bas. On remarque que le billet de la hotplate corrigée est vraiment très bon. Ça fait qu'on remarque que la hotplate nous donne des résultats similaires aux corrections, peut-être même un peu meilleurs, et même quand on regarde sa variation avec le vent, on remarque qu'il y a beaucoup moins de dispersion dans les données quand on utilise la plaque chauffante comparée aux deux autres types de jauges. Donc, mettons tout ça en perspective pour voir qu'est-ce que ça donne. Fait qu'ici, ce qu'on a fait, c'est juste pour vous donner une idée, si on a une accumulation de précipitations de 100 mm, on va avoir des FIR, mettons, qui va mesurer 100 mm parce que c'est la jauge qu'on utilise comme référence. Puis ensuite, si on regarde le bouclier qui n'est pas, la jauge qui n'a pas de bouclier, on remarque qu'il va enregistrer beaucoup moins de précipitations. La jauge avec le bouclier, un peu plus parce que la vitesse du vent en amont est réduite. La hotplate, beaucoup plus que les deux autres, un petit peu plus que le DFIR. C'est qu'ici, il y a une petite erreur qui est associée avec la hotplate. Par contre, quand on commence à corriger ou ajuster les données, on se rend compte que si on utilise la vitesse de chute, on a un meilleur résultat dans les deux cas. Et si on prend juste la hotplate et on la corrige avec une régression linéaire, on obtient des meilleurs résultats. Puis ça se reflète aussi dans le biais ici qui est calculé. On remarque que si on a que le biais des deux jauges standards ici qui est calculé avec la vitesse de chute qui est mesurée est meilleure. Et ensuite, si on a la hotplate, par exemple, qui est corrigée juste simplement linéairement, nous donne aussi un meilleur biais. Si on regarde la variabilité dans les données, on voit ici le RMSE et après tous les mêmes types de jauges. Fait que le RMSE, en général, si on a la hotplate, le unshielded, le shielded qui sont ajustés, va nous donner des données à peu près similaires. Fait qu'ici, on a une petite différence dans les données parce que je voulais comparer on voulait comparer des pommes avec des pommes. Ça fait qu'on a décidé de prendre exactement les mêmes échantillons, vu que les échantillons utilisés avec l'étude du hydromètre étaient un peu différents parce qu'on a filtré en plus pour la vitesse des vitesses de chute qui n'étaient pas aberrantes. Fait que
C'est pour ça que je dis ici, ça dépend du filtrage, mais en gros, la hot plate en général va donner des résultats meilleurs comparés aux unshielded, shielded qui ne sont pas ajustés. Quand c'est ajusté, c'est comparable et j'imagine que ça doit aussi dépendre de différents sites. Ensuite, on se rend compte que si on utilise la hot plate et on l'ajuste si on utilise juste une régression linéaire, c'est là qu'on obtient le moins de dispersion dans les données. Je ne sais pas comment j'ai fait dans le temps, mais je suis déjà à la conclusion. En conclusion, le message ici, c'est que si on a, par exemple, un site où on a des données, des instruments standards, par exemple, un Geonor dans un single alter ou juste un Geonor qui n'a pas de bouclier autour, et on voudrait améliorer la mesure de la neige au sol, on pourrait installer un dysdromètre et avec le dysdromètre, on a la vitesse de chute. Puis là, à partir de là, on pourrait diminuer le biais et le RMSA dans les données, ce qui améliorerait la mesure de la précipitation. Et en plus, si on va avoir des détails sur le type de précipitation, si on veut savoir si la précipitation était mouillée, si la précipitation était sèche ou givrée, ou si les précipitations sont en phase mixte, cette information-là pourrait être aussi utilisée. Ensuite, si on prend une nouvelle méthode complètement, parce que c'est une nouvelle approche, la méthode de la hot plate, cette méthode-là, c'est un petit instrument qui semble mesurer la précipitation de façon assez précise. Ce n'est pas parfait, mais les données semblent être meilleures. C'est surtout parce qu'il y a moins d'effet du vent sur la hot plate, mais il y a d'autres défis qui sont associés avec cet instrument-là, comme par exemple qu'on a besoin d'électricité pour être capable de la fonctionner. Aussi, il semble que la hot plate serait indépendante de la vitesse de chute des particules. Il faudrait pousser un petit peu plus cet aspect-là pour mieux comprendre l'interaction entre les particules de précipitation et la hot plate. C'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention.